FM Charente-Maritime, l'actualité des 2 musées de la Marine à Rochefort, pour incarner aussi une des 4 branches que nous nous sommes donnés à explorer au sein de l'IFM Charente-Maritime, puisque vous avez pu peut-être le lire dans le bulletin qu'on vous a transmis. Il y a effectivement les enjeux maritimes, l'environnement, mais il y a également le patrimoine. Et j'ai à cœur d'incarner du coup à travers cette conférence les questions qui nous occupent, en tout cas nous à Rochefort, sur la notion de patrimoine maritime. À travers une proposition d'échange avec vous, un débat, c'était vraiment la vie quotidienne au sein du musée de la Marine à Rochefort à travers ces 2 sites. Alors bien sûr, je ferai au cours de cette conférence une présentation des collections, des rappels historiques sur la constitution des collections, mais l'idée c'est vraiment de vous partager les questions qui nous animent aujourd'hui et qui font que l'on avance aussi dans notre parcours professionnel et que l'on fait se transformer les institutions pour lesquelles on a la chance de travailler. Et puis Paris, c'est aussi la constitution de l'école du génie maritime qui a fondé l'institution qui est implantée à Paris. Alors il ne faut pas oublier, dans ces sites-là, on a 6 sites ouverts au public et dans ces 6 sites, là vous voyez qu'il y en a 5 avec 2 à Rochefort, il y a également un 7e site dont on entend un peu moins parler quand on est, je dirais, un visiteur un petit peu plus lambda. C'est un centre de conservation et de ressources des collections, donc centre de conservation des collections et de ressources, où se trouve notre bibliothèque, qui est basée à côté de Paris, à côté du Bourget, et qui, là encore, est ouvert au public, notamment pour la partie consultation de la bibliothèque. Alors, public, ça peut être des chercheurs, mais ça peut aussi être du grand public qui fait de la recherche en amateur. Donc c'est une implantation territoriale ancienne qui aujourd'hui nous permet dans notre quotidien avec nos visiteurs de garder une relation extrêmement forte avec les cultures maritimes locales. Et comme le disait Henri tout à l'heure, le fait de participer à l'Institut français de la mer ici à Rochefort nous permet toujours de travailler ce lien avec les associations locales et le patrimoine culturel local. Alors, bien sûr, je vais concentrer mon propos sur ce que j'apprécie et je connais le mieux. Donc, ce sont les 2 sites du Musée national de la Marine à Rochefort. Peut-être certains le savent déjà, peut-être d'autres non, mais nous avons 2 musées que nous ouvrons au public à gérer à Rochefort. Donc je vous ai placé ici beaucoup de visuels pour que vous ayez peut-être envie de venir les visiter après cette conférence. Donc ce premier site dont vous voyez ici le bâtiment, c'est le musée de la Marine, donc, qui est implanté dans un très ancien bâtiment qui s'appelle l'hôtel de Cheux, qui porte le nom du dernier seigneur qui a habité ce château, comme on l'appelait autrefois. Et ce château est implanté en plein cœur de l'arsenal de Rochefort. Aujourd'hui, quand on visite Rochefort, ou peut-être un petit peu encore du mal, je trouve, à imaginer qu'à Rochefort ont été aussi construits des sous-marins au XIXe siècle jusqu'à cette période de la fermeture de l'arsenal. Donc toutes ces périodes aussi plus modernes sont évoquées à travers nos collections. Alors bien sûr, les typologies de collections que nous conservons nous demandent aussi à nous, en tant que professionnels de ces institutions, d'adapter nos caractéristiques, je dirais, ou nos compétences, puisque nous avons aussi bien, donc là je vous ai placé quelques photos, des tableaux, des modèles de bateaux, des sculptures, des instruments de navigation, des objets qui évoquent la vie à bord. Et donc c'est un musée qui, très souvent, d'ailleurs les autres musées nationaux de la Marine sont aussi confrontés à ces questionnements-là. Le musée de la Marine, souvent on ne sait pas dans quelle catégorie le mettre. Parce que peut-être le savez-vous, mais au ministère de la Culture, par exemple, on a des catégories de musées, les musées de beaux-arts, les musées de sciences, les musées de sciences et techniques. Nous, le musée national de la Marine, on est un musée d'histoire, on est un musée d'art, on est un musée d'histoire, on est un musée de sciences et techniques. On a un peu toutes ces collections qui sont dans nos fonds et on arrive à raconter aussi toutes ces histoires qui s'entrecroisent et qui montrent aussi que finalement le sujet maritime est un sujet plutôt qui concentre beaucoup de questionnements et qui permet de faire des liens pour nos publics. Alors, ces collections, bien sûr, elles rythment le parcours des visiteurs qui découvrent le bâtiment et le lieu.
et elles vivent aussi à travers des programmations culturelles ou scientifiques que nous mettons en place avec nos équipes, que ce soit des visites guidées, des animations pour des publics divers comme les enfants ou d'autres typologies de visiteurs. Nous accueillons aussi des artistes, nous faisons des colloques, des conférences, bref, c'est une vie de musée, je dirais, assez standard que nous développons au musée de la Marine. Alors on a un second site également à Rochefort qui est aussi géré par le Musée national de la Marine et qui lui est beaucoup plus atypique. Finalement, le Musée national de la Marine, dans son activité quotidienne, est assez courante pour le monde des musées, mais l'ancienne école de médecine navale, elle, pose beaucoup plus de questions. Donc c'est sur ce sujet, enfin sur cette institution-là que je m'arrêterai un peu plus. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce visuel, c'est également un bâtiment très ancien, qui est donc un pavillon inclus dans l'enceinte d'un espace architectural beaucoup plus vaste, puisque ce pavillon est inclus dans l'hôpital maritime de Rochefort, qui aujourd'hui est fermé au public, et à part cette partie qui est donc ce pavillon ouvert au public, le reste n'est pas accessible. Et ce pavillon est occupé depuis 1788 par cette école de médecine navale. Donc c'est vraiment quelque chose de très ancien et on est toujours dans ces murs aujourd'hui avec les collections que nous avons la chance de conserver. Alors qu'est-ce que c'est que cette école de médecine navale? Comment est-elle née? Pourquoi est-elle née aussi à Rochefort? Eh bien, il me semble intéressant pour comprendre aussi les caractéristiques des collections qui sont aujourd'hui les nôtres, de revenir rapidement sur l'histoire justement de la fondation de cet établissement. Alors, cette histoire de la création de cette école est intimement liée à l'histoire de Rochefort, mais plus globalement aussi à l'histoire de la marine. Il faut savoir qu'en 1666, quand Louis XIV décide d'implanter à Rochefort son grand arsenal, la vie à Rochefort montre très rapidement ses limites. Bien que le choix soit stratégique pour Louis XIV, puisque son idée c'était de trouver un lieu le plus abrité possible, un lieu de relâche pour ses bâtiments et aussi de construction navale, on se rend compte assez rapidement dans l'usage de cet espace géographique qu'il présente énormément de limites. Alors ce sont aussi bien des limites topographiques liées à l'environnement naturel. Par exemple, la rivière Charente est extrêmement difficile à naviguer, il y a beaucoup de courants, il y a énormément de vases aussi qui entravent la circulation des bâtiments. Et puis, il y a des problématiques sanitaires qui sont très vives à Rochefort dès cette époque et qui l'étaient bien évidemment avant, puisque Rochefort, c'est une ville qui est construite en plein milieu des marais et l'explosion démographique que l'implantation de l'arsenal va générer va aussi faire qu'il y a beaucoup plus de problématiques de gestion de population sur le plan sanitaire à gérer. Alors, en parallèle de cette histoire qui naît à Rochefort, on a dans la marine, fin 17e, début 18e aussi, une évolution, notamment des routes maritimes. Les routes maritimes vont s'allonger, les campagnes maritimes vont s'allonger dans la durée de leur navigation et on a également de nouvelles routes qui sont exploitées, ou en tout cas explorées. Et cet accroissement du temps en mer fait qu'à bord, les conditions de vie vont également évoluer. Alors c'était déjà pas facile de naviguer et de survivre à bord, mais avec l'accroissement ou l'allongement de ce temps de navigation, ça devient de plus en plus difficile. Donc à bord, comment ça se passe? Alors très rapidement, hein, je pense que j'ai plutôt des personnes initiées dans la salle, mais je le redis, on est donc sur un espace totalement clos, même si on est au grand air, avec de l'eau, du sel, du froid, du vent, du soleil, de la chaleur. En même temps, un travail qui est extrêmement épuisant, avec beaucoup de dangerosité qui entoure les hommes qui sont à bord, et donc beaucoup d'accidents, qui sont d'ailleurs bien plus fréquents dans la vie quotidienne à bord que lors des combats. On a des statistiques qu'on arrive aujourd'hui à retrouver dans les archives. On se rend compte qu'on a énormément d'accidents de la vie quotidienne qui sont plus nombreux que les combats, enfin ceux qui sont générés par les combats en mer.
Et puis, ce regroupement d'hommes sur un territoire tout petit, finalement, ça génère aussi énormément de promiscuité, avec des conditions d'hygiène déplorables, des maladies inconnues qui émergent avec l'exploration de ces nouvelles routes maritimes et de ces nouveaux territoires, et puis bien sûr une alimentation à bord qui est très carencée, sous-alimentée. Bref, on a des problématiques sanitaires dans la marine qui viennent finalement croiser des problématiques qui sont aussi sanitaires à Rochefort. Et donc on a vraiment un croisement des faisceaux, je dirais, qui pose la question de la santé publique à Rochefort, et donc des hommes vont s'emparer de ces questions. Notamment, un des premiers que l'on reconnaît dans l'histoire de la fondation de cette école de médecine, c'est l'intendant Michel Bégon, qui devient intendant en 1688, donc très peu de temps après la naissance de Rochefort, et qui va beaucoup s'impliquer dans l'amélioration des conditions de vie des populations qui sont à Rochefort. Alors je donne un exemple pour vous donner une idée très concrète de ses actions. Il va par exemple vraiment travailler sur le pavement des rues, le faire en sorte aussi que l'habitat soit de moins en moins insalubre. Donc voilà, on a quelqu'un qui se rend compte à quel point les problématiques sanitaires impactent la vie quotidienne des artisans qui travaillent à Rochefort. Et puis, Michel Bégon, il repère aussi un homme qui travaille à La Rochelle, qui s'appelle Antoine Gallo, et qui est médecin, et qui donne des cours gratuits aux chirurgiens qui embarquent. Alors, c'est un peu particulier, cette époque-là, puisque la marine a décrété, à travers une ordonnance, qu'il était obligatoire d'avoir un personnel soignant à bord dès 1689. On a une ordonnance qui oblige les convois à partir avec un soignant. Et pourtant, ce soignant, il n'a pas de formation officielle qui lui est donnée. Donc on a quelques initiatives assez finalement amateurs, ou en tout cas ponctuelles. Et l'une de ces initiatives est prise par donc, ce Antoine Gallo, qui donne des cours gratuits à ces chirurgiens qui embarquent. Alors pourquoi avait-il besoin de cours sur la chirurgie, sur l'anatomie ? Bon, il faut savoir que le métier de chirurgien, aujourd'hui on emploie ce mot-là, il n'existait pas vraiment à l'époque. On recrutait des soignants, comme on peut aujourd'hui encore les appeler de manière anachronique, dans des métiers qui pouvaient être par exemple ceux regroupés dans la corporation des barbiers. Donc vous pouvez imaginer qu'à bord, avec ce que je vous ai décrit de manière très superficielle précédemment, il fallait quand même avoir un certain nombre de compétences autres que savoir raser pour pouvoir maintenir en vie des équipages. Donc la question de la formation de ces personnels soignants qui montent à bord et qui sont obligés à partir de 1689 de monter à bord se pose vraiment. Et donc Bégon arrive à convaincre Antoine Gallo à venir à Rochefort, et Antoine Gallo est donc nommé premier médecin du port de l'arsenal de Rochefort. Et ce Antoine Gallo, il a un second, qui le seconde pendant un certain temps jusqu'à sa mort, qui s'appelle Jean Cochon du Puy. Et vous l'avez donc en portrait ici, c'est un peu notre star à nous à Rochefort pour l'école de médecine navale, puisque Jean Cochon du Puy, à partir de 1712, devient premier médecin du port à Rochefort à la suite d'Antoine Gallo, qui meurt la même année. Et Jean Cochon du Puy, il va suivre finalement son maître en continuant à donner des cours d'anatomie gratuits à des chirurgiens qui travaillent aussi dans son écosystème. Et surtout, il va se battre pendant 10 ans pour faire reconnaître l'importance de créer une formation officielle pour ces chirurgiens. Et après 10 ans d'échanges, de voyages à Paris, de courriers qu'il adresse notamment au secrétaire d'État à la Marine, par exemple, où il explique son projet, il obtient enfin, en 1722, l'autorisation de fonder officiellement la première école de chirurgie navale au monde. Donc c'est vraiment quelque chose dont on est fier évidemment à Rochefort, mais qui va aussi marquer l'histoire de la marine, puisque à partir du modèle rochefortais, très vite vont être créées et constituées et instituées des écoles sur le même modèle dans les autres arsenaux, à Toulon, à Brest. Donc on a aussi la machine institutionnelle de la marine qui se perçoit. À partir du moment où il y a une bonne idée, eh bien, du coup elle l'institutionnalise et elle la fait perdurer. Alors qu'est-ce que c'est que cette formation, très brièvement ? C'est une formation qui est aujourd'hui, on l'analyse en tout cas comme ça, pour nous, elle est extrêmement moderne et innovante.
Il faut avoir en mémoire qu'à l'époque, on enseignait la médecine de manière très désincarnée. Les médecins, c'était des savants qui apprenaient dans les livres. Il y avait très peu de contact avec le patient ou avec le corps même, puisque c'était quelque chose qui était très contrôlé, je dirais, par la religion notamment. Sauf que quand on a un métier de chirurgien, il faut être anatomiste, il faut absolument connaître les maladies internes, l'intérieur du corps. Et de surcroît, quand on est chirurgien qui embarque à bord, eh ben on est seul. Donc il faut être capable d'être anatomiste, chirurgien, opérer, mais il faut aussi être capable d'être médecin, reconnaître la maladie, la diagnostiquer et la soigner. Donc il faut aussi être capable d'être pharmacien à bord. Donc on a une formation qui va faire converger finalement différents corps de métier, si je puis dire, qui sont celui du médecin, ou différentes compétences, celle du médecin, celle du chirurgien, et aussi la pharmacopée avec celle donc du chirurgien. Et ce Jean Cochon-Dupuis, il a l'idée formidable, parce qu'en plus ça ne coûte pas grand-chose, donc ça plaît à l'État, de créer cette école, de l'implanter dans l'hôpital de la Marine à Rochefort. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on est dans ce pavillon qui fait partie de l'enceinte de l'hôpital de la Marine. Et surtout de mettre au contact des élèves, de mettre les élèves au contact des patients qui se trouvent dans les hôpitaux. Et de ce fait, la formation se fait vraiment sur le terrain, avec un contact avec la réalité immédiat, ce qui fait que les promotions de chirurgiens qui vont sortir de cette école, eh bien, ce sont des praticiens qui sont immédiatement efficaces à bord, parce qu'ils ont déjà vu ce que c'était qu'un malade et ils l'ont déjà soigné à travers des travaux pratiques, etc. Mais il ne fait pas que des travaux pratiques devant des élèves, il va également les former grâce à des collections, et c'est aujourd'hui ce patrimoine qui est conservé justement dans les salles du musée que je vais vous présenter maintenant. Alors à quoi ça ressemble cet établissement? Comment nous on le conserve? Eh bien vous avez différents espaces qui sont visités et visitables par nos publics. Je vous les montre assez rapidement pour vous donner aussi une idée de l'ambiance de ce patrimoine qui est aujourd'hui entre nos mains. Donc là, les premières salles que je vous montre sont les salles qui sont situées au rez-de-chaussée, qui étaient autrefois les salles d'enseignement. Par exemple ici, cette salle où vous voyez mes collègues qui sont en train de faire une visite guidée, c'est une salle qui est donc la salle d'enseignement, l'amphithéâtre finalement de cette école de médecine. Elle porte toujours le nom ancien de salle des actes, puisque dans cet espace, on y faisait des démonstrations d'anatomie, des actes de chirurgie devant les yeux des élèves. Là encore, pour l'époque, c'est extrêmement nouveau. Ça se pratiquait, mais avec beaucoup de parcimonie, je dirais. Et là, vu que c'est institutionnalisé dans une école de formation, ça devient un moment obligatoire de la formation. D'ailleurs, les professeurs ne s'appellent pas à cette époque des professeurs, ils s'appellent des démonstrateurs. Et le mot dit bien ce que ça signifie. On démontrait, on montrait, donc avec quelque chose de très concret, l'intérieur du corps et comment ça fonctionnait. Donc la salle des actes, avec les chairs par exemple que vous pouvez voir d'où étaient données les leçons inaugurales. La salle du conseil de santé également, qui se trouve aussi au rez-de-chaussée, qui est une salle où se réunissait donc cet organe de prise de décision et de conseil, qui était donc à l'intérieur de l'école de médecine, qui donnait un avis sur la politique sanitaire, qui donnait un avis sur les programmes d'enseignement de l'école de médecine, mais qui avait également un rôle de conseil auprès de la municipalité. Donc elle avait un rôle de conseil sur les politiques publiques en matière de politique sanitaire, et intervenait également dans les politiques sanitaires de l'hôpital. Donc cette salle, elle incarne aussi, ou en tout cas elle illustre aussi, le rayonnement que pouvait avoir cette école de médecine sur le territoire local. Et pour revenir à l'intérieur de cet espace, vous pouvez peut-être voir dans les vitrines qui entourent cette table de réunion des premières pièces de collection qui permettent aux visiteurs qui découvrent cet espace d'être en contact avec nos premiers objets. Alors ensuite, quand on monte au premier étage, eh bien, on découvre la bibliothèque d'études qui était bien sûr accessible aux élèves, comme les deux espaces que je vous ai montrés à l'instant. Donc on a du mal à se représenter cet espace déjà, qui fait près de 30 mètres de long, qui occupe l'ensemble de la surface du premier étage de l'école de médecine, et surtout le volume d'ouvrages qui est conservé ici dans cet espace à Rochefort.
Pour vous donner un petit jalon historique, quand en 1800 Rochefort devient préfecture maritime, il y a à la même année, le 12 novembre, l'inauguration de cette bibliothèque qui est réalisée. Donc là encore, l'école a été fondée en 1722, donc on est à peine moins de 90 ans après la fondation de cette école. Et dans cette bibliothèque, il y a déjà 12 000 volumes qui sont conservés. Comment cette collection a-t-elle été constituée? Eh bien, ce sont les frais d'inscription des élèves qui sont conservés par l'administration de l'école et qui sont réinvestis systématiquement dans l'achat d'ouvrages. Ce sont également les collections personnelles des différents directeurs de l'école que très souvent ils lèguent à l'établissement. Et puis, après la Révolution française, il y a aussi un grand nombre d'ouvrages qui ont été saisis lors des saisies révolutionnaires et qui sont venus enrichir le fonds de cette bibliothèque. À cette époque, en 1800, la bibliothèque de l'école de médecine de Rochefort est la plus importante bibliothèque en région de la Marine. Donc là encore, ça replace un peu l'importance de cette école de médecine au début du XIXe siècle. Tous ces ouvrages sont classés à travers des travées que vous pouvez voir derrière moi. Et toutes les travées sont des travées thématiques. Vous avez des travées sur la chimie, la chirurgie, les voyages autour du monde, la botanique, la science des coquillages qu'on appelle la conchiliologie. Et alors, cette muséographie, aujourd'hui, donc ce classement des différents ouvrages, aujourd'hui, il dit des choses aussi sur la vision des sciences qu'on avait à cette époque. À cette époque, on cherche à comprendre la complexité du monde, la variété des choses qui nous entourent. Et l'outil qu'on a à notre disposition pour essayer de comprendre cette diversité, eh bien, c'est le classement. Et donc on est dans cet état d'esprit aussi qui vient du siècle des Lumières et qui est magnifié encore plus au XIXe siècle, à travers notamment les théories de Darwin par exemple, de classification des espèces. Et cette école de médecine aujourd'hui, elle est à travers sa muséographie un bon exemple aussi de cette science en marche qui se fait au XIXe siècle. Alors voilà encore une vue de cette bibliothèque. Elle est aussi riche de collections qui sont posées sur les tables. Vous pouvez voir des sphères armilières ou des globes. Et bien sûr, cette bibliothèque, elle est visitée par nos publics qui pénètrent dans l'école de médecine. Et ce qu'on cherche, nous, à faire, c'est à ne pas en faire qu'une bibliothèque patrimonialisée, un beau décor, finalement, ça pourrait rester ça. Mais non, les ouvrages sont consultables par tout le monde. On a une salle de lecture et elle est ouverte à tous les publics. Et nous, notre objectif aujourd'hui, hommes et femmes du XXIe siècle qui travaillons au sein du musée de la Marine à Rochefort, c'est bien sûr de faire vivre cette bibliothèque et que ces ressources soient le plus accessibles possible. Parce que si on ne les numérise pas, si on ne les met pas en ligne de manière gratuite, toutes ces ressources, personne ne sait qu'elles existent à Rochefort. Donc il faut absolument qu'on continue à promouvoir et aussi à rendre lisible cette collection. Enfin, j'en arrive au dernier étage, qui sont les collections les plus questionnantes aujourd'hui pour nous. Le dernier étage de l'école de médecine, c'est la partie qui est appelée dès le milieu du XIXe siècle par les gens qui travaillent dans cette école de médecine, les professeurs et les élèves qui en bénéficient. Ils appellent cette partie le musée. Donc on est déjà dans cette idée de monstration d'objets, mais on n'est pas dans l'idée de monstration pour tout le monde. On est face à des personnes qui sont élèves au sein de l'établissement et qui, bien sûr, sont prêts à recevoir la vision des collections qui leur sont proposées. On n'est pas sur des collections de musées à cette époque, même si on appelle déjà ça musée dans les archives. On est dans des collections qui servent de support à l'enseignement. Ça, c'est vraiment très important aujourd'hui pour nous et c'est le message qu'on fait passer à nos publics. On n'est pas sur des collections qui étaient vues par tout le monde. Et de ce fait, ce sont des collections qui ne sont pas forcément évidentes à aborder. Et je vous expliquerai ensuite comment justement nous, on met en place un certain nombre de filtres et d'aides pour amener nos visiteurs à les découvrir de la manière la plus aisée possible. Alors ces collections dont je vous présente aussi une ou deux photos, elles sont organisées comme juste en dessous avec la bibliothèque, elles sont classées elles aussi. Vous avez par thématique les instruments de chirurgie,
Les droguiers, donc ça c'est un détail des grandes armoires que vous avez au milieu. Les droguiers, c'est là où on conserve les drogues. Donc en fait, ce sont tous les extraits de plantes, de pierres aussi, de graines qui servaient à fabriquer les remèdes. Vous avez également des collections d'anatomie comparée, des collections qui sont des collections avec des représentations de maladies de peau, par exemple, pour aider toujours ces élèves à reconnaître la maladie et pouvoir apprendre à la soigner. Bien évidemment, ces collections, aujourd'hui, elles posent question. Elles posent question à nous, en tant que médiateurs, directeurs de l'établissement ou directrices de l'établissement. Elles posent question à ma direction aussi, parce que parfois, ce n'est pas forcément évident d'avoir une collection de ce type-là à gérer, à montrer, et assumer de montrer des corps, certes anciens, mais quand même des vrais corps, puisque ce sont des vrais squelettes. Et aujourd'hui, elle pose question aussi au monde des musées, parce que le monde des musées aujourd'hui est dans des questionnements vis-à-vis de certaines collections qui sont particulières. Et nous, à Rochefort, on a tous les problèmes, entre guillemets. On a des collections extra-européennes qui posent plein de questions politiques. Je pense que vous en avez tous et toutes entendu parler, avec les restitutions, par exemple, qui sont opérées dans certains musées nationaux auprès de nations qui les demandent. On a des collections qui ont été collectées de manière non documentée. On ne sait pas si c'est des combats qui ont permis de récupérer ces objets, des échanges commerciaux qui ont permis de récupérer des objets tels que des saguets, des masques, des objets qui étaient aussi fabriqués par ces populations que l'on rencontrait au loin et qui commerçaient avec les navigants. Et puis on a des collections anatomiques, et celles-ci c'est les plus questionnantes, puisque le rapport aujourd'hui au corps humain a beaucoup changé, bien évidemment, mais surtout, ces collections n'étaient, je le répète, pas faites pour être vues par vous, par moi, par tous nos visiteurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a entre les mains un patrimoine de ce type-là? Eh bien, on est au milieu du gué, dans des questions finalement qui sont parfois celles de toutes les institutions muséales et parfois assez spécifiques aux collections particulières dont je vous ai parlé. On est dans des enjeux qui nous obligent à être sur la crête entre la préservation de ces collections et la valorisation de ces collections, avec parfois des entraves à la valorisation de ces collections qui sont celles des questions qu'on nous pose sur le corps humain, l'extra-européen et plein d'autres bagages avec lesquels arrivent nos visiteurs. Alors comment on fait pour conserver des collections extrêmement fragiles et comment on fait pour les valoriser avec toute la subtilité et la sensibilité qu'il faut pour pouvoir accompagner nos publics et aussi ne pas froisser nos tutelles qui nous regardent quand même avec beaucoup d'attention, puisque corps humain embaumé, squelette, outils de chirurgie, collection extra-européenne, prise de guerre, tout ça c'est quand même assez questionnant. Alors voilà un certain nombre de solutions que nous on expérimente aujourd'hui au sein de l'établissement de l'ancienne école de médecine navale. Tout d'abord, on a fait le choix d'assumer l'existence de ces collections et d'assumer jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le visiteur seul découvrir ces espaces et découvrir ces objets. On le prend le plus possible par la main et donc on ne donne accès à l'ancienne école de médecine navale qu'en visite guidée. Alors certes, c'est extrêmement contraignant pour vous comme pour moi en termes de gestion d'équipe, mais ça dit aussi des choses sur le fait que le musée porte une parole et qu'il assume de porter cette parole. Parce que quand vous avez un agent du Musée national de la Marine avec un logo Musée national de la Marine sur son t-shirt qui prend la parole, eh bien c'est l'institution qui prend la parole et qui choisit de présenter cette collection de telle ou de telle manière. Alors bien sûr, on a expérimenté différentes formes de visite et on a beaucoup réfléchi à la manière dont on va amener notre visiteur à découvrir ce dernier étage. Et donc cette visite qui peut paraître rodée et je dirais fluide, en fait chaque pas du visiteur a été réfléchi, pensé, analysé. Vous commencez la visite guidée par la découverte des espaces du rez-de-chaussée, donc ce sont ces salles que je vous ai montrées précédemment,
avec le sentiment que vous changez un peu d'époque, vous rentrez dans un univers un peu différent, il y a des odeurs, il y a des lumières, les parquets sont cirés, donc il y a aussi des odeurs de poussière qui petit à petit vous amènent à vous éloigner de votre quotidien. Et puis, il y a une étape fondamentale qui est celle de la découverte de la bibliothèque, où là, en général, nos publics sont séchés de découvrir cet espace, ces immenses travées de livres. Donc là, il y a vraiment une coupure avec le monde réel. On rentre dans un autre univers. Et ce que nous mettons en place avec nos guides, comme vous pouvez voir ma collègue ici, ce sont aussi la découverte des ouvrages. On sort des pièces de nos travées, de nos collections, et on manipule des objets, on ouvre des ouvrages pour pouvoir commencer à acclimater l'œil de notre public à certaines représentations d'objets. Là, je vous ai mis un atlas d'anatomie, par exemple, avec une gravure de Bidloo, qui est un ouvrage que l'on sort assez régulièrement pour montrer justement des corps dessinés avec une myologie, donc c'est-à-dire tout l'ensemble des muscles du dos. Vous pouvez voir que sur cette gravure, la femme qui est représentée est mise en scène. Et pourtant, ce sont des muscles avec une peau ouverte, mais elle est assise, on voit sa main, son bras n'est pas encore décharné, il y a un tissu qui borde le corps. Bref, on est dans une mise en scène et on a quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement précis, et nos visiteurs en général sont très intéressés, je dirais, par la représentation de ce corps dessiné. On a des personnes qui prennent des photos, qui s'approchent tout près des ouvrages, comme vous pouvez le voir avec ce monsieur. Et finalement, cette étape intermédiaire de découverte d'un corps dessiné, elle va aider le visiteur ou l'individu à s'acclimater petit à petit au sujet réel qui va être la collection de corps qui sont exposés au dernier étage. Et donc là, quand vous arrivez au dernier étage, en général, nos guides sont nos guides ou médiatrices sont très attentionnés aux réactions de nos visiteurs parce que les visiteurs changent de réaction. Alors qu'ils étaient très attentifs en regardant les ouvrages, en s'approchant très près des images, là souvent on a un recul physique du public qui s'opère face à ces vitrines de collections anatomiques. Je vous ai mis celle-ci. Alors vous avez des cires anatomiques par exemple, ou là celle qui est au centre, mais vous avez des vraies mains, des vraies langues, des vrais visages, où on a enlevé la peau pour pouvoir voir l'ensemble des muscles composant le visage. Et ça, oui, ça ne se voit pas très souvent dans un musée. Et donc, il faut laisser le visiteur prendre sa respiration après avoir vu des dessins et s'approcher petit à petit de ces vitrines. Alors parfois on a des visiteurs qui réagissent très différemment les uns des autres, on en a certains qui reculent, d'autres qui justement sont happés par cet objet et qui vont coller leur nez contre la vitrine. Et on a ce rapport aussi très particulier de l'individu qui regarde son semblable et qui devient aussi scrutateur de l'intimité d'un corps. Donc il faut vraiment... on n'est pas que dans une visite guidée, on est aussi face à des individus qui arrivent parfois avec leur propre bagage émotionnel, leur histoire récente d'une maladie, d'un décès ou d'une naissance, peu importe. Donc on a vraiment un travail d'accompagnement de notre groupe de visiteurs qui ne se fait pas que sur l'aspect de la transmission de contenu ou de l'histoire de cette collection. On accompagne vraiment les visiteurs dans un moment de vie intime aussi, avec ce que c'est que l'humanité finalement. Alors ça paraît un peu grandiloquent, mais voilà, on a vraiment l'incarnation de la mort qui est dans nos vitrines. Et il faut aussi travailler sur ces sujets-là qui, en plus, sont très présents. La question de la fin de vie, le Covid, vous pouvez imaginer aussi à quel point les visiteurs étaient dans cette actualité quand on a réouvert les portes du musée très récemment. Et puis, bien sûr, vous avez des collections extra-européennes. Donc là, je vous ai mis une photo d'un détail de quelques saguets, mais les saguets, c'est quand même assez représentatif
de l'arme, soit des échanges commerciaux qu'ils pouvaient avoir avec les navigants, soit des combats qui pouvaient aussi avoir lieu et des conquêtes d'objets qui ont été réalisées. Donc, bref, vous l'avez compris, ce sont des collections qui vont bien au-delà d'une collection muséale qui représente un morceau d'histoire ou qui sont artistiques, et ça c'est déjà très bien, comme ça peut être le cas au musée de la Marine. Ce sont des collections qui vont venir résonner avec beaucoup de thématiques très contemporaines et qui sont aussi du coup des creusets très intéressants pour pouvoir débattre avec nos publics. Alors donc, on fait des visites guidées, on accompagne au maximum nos visiteurs, on invite également des artistes vivants, puisque le regard, faire un pas de côté finalement avec des hommes et des femmes qui créent aujourd'hui sur des thématiques qui sont bien sûr en lien avec les nôtres, donc le monde maritime, mais également la question de la découverte, de la recherche scientifique, puisque c'est aussi ça l'école de médecine, ça a été un lieu de recherche scientifique, et bien ça nous intéresse de faire intervenir des artistes de ce type-là. Par exemple, en 2021, on a eu une jeune femme qui s'appelle Elsa Guillaume, qui a travaillé pendant 1 an avec nous en résidence de création, et en 2022, elle a présenté toutes ces créations inédites créées au cours de cette résidence en plein milieu des collections de l'école de médecine. Et ça permet aux visiteurs soit de se raccrocher à quelque chose de plus simple et de plus doux et de plus facile à aborder, donc à avoir une petite respiration ou un peu d'air frais, je dirais. Et nous aussi, ça nous permet, à nous qui avons l'habitude de voir ces collections, de les regarder sous un angle différent. Et ça nous secoue aussi un peu, puisque l'artiste souvent arrive avec d'autres problématiques. Alors bien sûr, on communique aussi un maximum, puisqu'on continue à porter cette parole sur ces objets, sur cette collection le plus largement possible, que ce soit à travers des colloques ou des conférences, comme celle de ce soir par exemple, mais ça peut aussi être à travers des journées d'études qui viennent enrichir la communauté scientifique sur ces sujets-là. Donc là, je vous ai mis deux affiches comme ça, mais simplement pour vous dire que le sujet maritime ou la mer en général, c'est quand même quelque chose qui est très souvent au cœur de l'attention de la communauté scientifique. Par exemple, les rendez-vous de l'histoire de Blois 2022 ont été consacrés au thème de la mer, et bien sûr une conférence sur la santé en mer a été donnée par mes soins et d'autres collaborateurs sur ces sujets-là. Et puis récemment, l'Université du Havre qui a tout un programme de recherche sur la mer et la santé, tout particulièrement dans le commerce maritime, m'a demandé d'intervenir dans une journée d'études aussi pour faire parler les collections de l'école de médecine au regard de ce que ça peut apporter sur la compréhension de l'histoire du commerce maritime. Et bien sûr, je vous l'ai déjà dit pour le musée de la Marine, mais on participe, et c'est très important pour nous d'exister à travers ce secteur muséal, je dirais nos semblables, nos pairs, comme le musée du Louvre, le Quai Branly, le musée Èbre à Rochefort, le musée municipal, ou le musée maritime de La Rochelle et ses autres musées. Eh bien, on participe à tous les événements je dirais standards du monde des musées, journée du patrimoine, nuit des musées, rendez-vous au jardin, à travers des programmes qui nous permettent d'exister aussi dans ce secteur, et ça c'est très important. Exactement la même transparence ou les mêmes reflets qui parfois sont compliqués à gérer même pour nous. Bref, ce ne sont pas des vitrines qui aujourd'hui permettent de conserver correctement aux yeux des normes de conservation qui sont les nôtres aujourd'hui à notre époque, les collections qui sont présentées dans ces vitrines. Alors, quoi faire? On a un classement monument historique qui nous dit on restaure état 19e, donc 1861, des vitrines qui du coup n'auront ni contrôle climatique, ni contrôle de lumière, et à l'intérieur on y met des collections qui nécessitent un contrôle climatique, un contrôle de lumière, un contrôle sécuritaire aussi, parce que dès qu'on bouge, qu'on donne un coup dans une des vitrines, elle se casse. Voilà, j'ai pas de réponse. Aujourd'hui, je pense que du coup, ça va nous amener à devoir discuter avec l'ensemble de ces acteurs institutionnels, conservation des collections, propriétaires des collections, mais aussi monuments historiques, pour trouver le juste milieu, pour pouvoir accompagner cette collection à perdurer dans des temps longs. Et puis, des questionnements donc moins internes, je dirais, au monde des musées, mais qui sont
des questionnements vis-à-vis de nos publics, puisque aujourd'hui, on sait qu'à travers les enquêtes de public qu'on mène, les collectes d'informations quand on réalise des entretiens avec nos visiteurs sont dans un rapport avec le secteur des musées et de surcroît avec les musées de sciences, qui est un rapport extrêmement fragile et en même temps un rapport extrêmement fort. Alors je vais m'expliquer en 2 mots. Aujourd'hui, un individu, qui n'est pas forcément un visiteur de musée, qui choisit de venir dans une institution muséale, il est dans un rapport de confiance extrême avec l'institution à laquelle il choisit de venir. Il pousse la porte de l'établissement, il se donne vraiment son corps physiquement, il fait un effort physique pour venir et il donne aussi son esprit. Les visiteurs, en général, sont très peu critiques par rapport au message que les musées délivrent. Ils estiment que les institutions muséales sont garantes d'un savoir qui est un savoir scientifique et d'un patrimoine qui aussi les dépasse. Nous sommes donc, aux yeux de nos publics, des institutions qui sont là pour le bien commun de la collectivité et qui, du coup, sont aussi là pour diffuser un message de bien commun. Donc on a des visiteurs qui sont extrêmement confiants vis-à-vis de nous et cette confiance, c'est quelque chose de très précieux que peu d'institutions telles que des institutions étatiques telles que les musées possèdent encore. Enfin, on est dans un environnement quotidien qui montre bien la défiance des citoyens vis-à-vis des institutions en général. Et les musées, on n'est pas encore dans ce rapport-là avec nos publics. On a donc un rapport d'obligation mutuelle qui est extrêmement fort. Nous, on doit conserver cette confiance, continuer à nourrir ce lien avec nos visiteurs qui nous le rendent bien puisqu'ils se lèguent à nous, enfin ils se donnent à nous, un peu comme quand on va à l'hôpital finalement. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer, en tout cas on fait confiance aux chirurgiens qui nous accueillent en se disant qu'on va être bien soigné. Et dans les musées, on est vraiment dans cette confiance et ce territoire de confiance reste un des rares ou peut-être un des derniers territoires de confiance qui existent entre la société et une institution d'un niveau muséal ou une institution étatique. Et donc on est vraiment très soucieux de maintenir ce rapport extrêmement précieux avec les publics. Et c'est peut-être assez décorrélé de notre quotidien, des gestions d'équipe, de vérifier que les caisses et les billetteries marchent. Mais finalement, on n'est pas dans un rapport commercial, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond. Et je pense que quand les visiteurs viennent à l'école de médecine, peut-être qu'ils perçoivent ce lien extrêmement fort entre la collection, le discours du musée et ce qu'ils vivent. Et donc c'est ce que nous recherchons, en tout cas nous, au quotidien avec nos publics, d'enrichir ce parcours finalement humain, ce parcours de vie. Et on espère que les visites de musées continueront à être ainsi des expériences sensibles. Mais ce n'est pas forcément évident. Et quand on est aujourd'hui dans des problématiques budgétaires, recherche de mécénat, qu'on est en lien avec des entreprises privées qui se proposent aussi, et tant mieux parfois, de venir nous soutenir financièrement, et bien on a toujours cette vigilance extrême de ne jamais décevoir ou en tout cas écorner cette image d'institution extrêmement digne de confiance de la part de nos publics. Mais c'est une discipline qui n'est pas forcément évidente à tenir sur le long terme. Je pense que vous aurez plein d'exemples peut-être qui vous viendront en tête d'institutions muséales comme ça qui reçoivent des mécénats et qui sont des mécénats qui questionnent bien évidemment les publics, encore plus dans les sciences. Voilà, ce sont vraiment des questions très ouvertes que je vous livre et qui, moi, m'animent au quotidien. Mais là encore, l'idée, c'était d'en discuter avec vous et de peut-être, si vous en avez, répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, allez-y, je vous en prie. Est-ce que les archives de la marine dépendent de votre sens ou votre périmètre ?
Alors non, heureusement, j'ai bien assez à faire avec 2 musées. En fait, les archives du port dépendent du service historique de la Défense. C'est pas de ces archives-là Ah, alors. que je pense aux livres de bord. Ah oui, vous me parliez de... Alors, ce sont des travées de notre bibliothèque, effectivement, qui, entre autres livres, conservent les rapports de campagne de ces chirurgiens. Peut-être évoquez-vous ça? Non, je fais allusion, Oui, oui. dans Bulle, j'avais assisté, il y a déjà une vingtaine d'années peut-être, aux présentations d'une étude faite par l'Union européenne sur la reconstitution de la météorologie au XVIIe, XVIIIe siècle, d'éléments météorologiques, à partir de l'analyse des observations portées dans les livrets de bord des différentes campagnes, oui, oui. Aux États-Unis, en Angleterre, oui. etc., en Asie, partout. Mais il y avait uniquement la marine néerlandaise, allemande et anglaise. Et donc là, oui, vous vous demandiez. Oui, oui, vous m'avez posé la question. Alors en fait, une des difficultés quand on prend un sujet de ce type-là à cœur, finalement, les archives sont assez éclatées. Nous, par exemple, à l'école de médecine, on conserve certains rapports de campagne. Donc c'était le livre de bord du chirurgien, mais on n'a pas toujours le livre de bord du commandant qui permet comme ça de croiser les informations. On a également des archives au service hydrographique de la marine, au CHOM qui est à Brest, qui devrait pouvoir aussi conserver, qui devrait, je pense, conserver des archives du type de celles que vous recherchez. Aussi, parce que j'étais allé c'était quand même très porteur, je trouve très intéressant en plus. Et voilà, c'est pour ça que je... Oui, oui, alors bon, pour les archives, on a quand même la chance en France d'avoir une certaine centralisation de notre pays. Donc ça a des fois des avantages et parfois des inconvénients. Mais en tout cas, le service historique de la Défense, nous, on a une antenne, l'antenne sud-ouest qui est implantée à Rochefort, ce qui est quand même une chance là encore, puisque cette petite ville de Rochefort, finalement, elle a énormément de richesses implantées sur son tout petit territoire. Mais le service historique de la Défense, un peu comme le Musée national de la Marine, est un établissement en réseau, sous tutelle du ministère des Armées aussi, puisque Archives historiques de la Défense. On a la maison mère qui est à Vincennes et toute une myriade de services historiques de la Défense qui sont parfois spécialisés aussi sur des thématiques. Donc il y a des prêts possibles d'archives entre les différentes antennes qui permettent aussi aux chercheurs de regrouper des typologies de patrimoine qui parfois sont conservées à Rochefort ou à Châtellerault ou ailleurs. Voilà, donc ça c'est une piste, je ne peux pas vous répondre précisément parce que je ne sais pas exactement où sont ces archives dont vous parlez, mais entre le CHOM, le service historique de la Défense, et effectivement les musées maritimes, et l'Académie de marine aussi, je pense. Des adultes qui s'interrogent sur la capacité des enfants à apprécier d'une certaine manière ce patrimoine. Nous, le musée de Rochefort et le musée maritime de La Rochelle, quant à vos savoir-faire, votre mise en œuvre, etc., est-ce que vous collaborez ensemble? Alors oui, on s'aime bien et on collabore, je dirais pas forcément avec le musée maritime, mais c'est des questions que Élise Patolé-Ndoumba et Anna Maria, qui est ici présente, sont venues me poser plutôt sur la préservation du patrimoine des navires à échelle 1 et aussi des questionnements. La nouvelle directrice qui va arriver dans un mois, et je peux dire, oui. vient d'un musée de la marine de Toulon, donc on l'a volé à l'armée, et qui connaît très bien. Oui, on se connaît très bien. Alors moi, j'habite à La Rochelle depuis juillet 2019 et je travaille à Rochefort, donc je suis un peu particulière peut-être. On me l'a reproché quand je suis arrivée à Rochefort, mais bon bref, c'est comme ça, ma vie personnelle fait qu'il vaut mieux que j'habite à La Rochelle. Et j'ai le sentiment qu'on a du mal à faire venir les Rochelais jusqu'à Rochefort, alors que pour faire la route tous les jours en train avec un vélo, c'est quand même pas très compliqué. Et je trouve ça dommage parce que du coup, il y aurait un vrai beau partenariat
me semble-t-il, pour faire découvrir d'une certaine manière l'histoire du back-office, enfin, je veux dire la face un peu plus cachée de la construction navale, de l'invention des bateaux, et puis ensuite cette ouverture sur la mer qu'est La Rochelle. Donc pour moi ça paraît évident. Ça peut s'incarner demain de manière plus présente à travers les musées qui sont des acteurs déjà volontaires, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que les touristes de Rochefort et les touristes de La Rochelle ne sont pas forcément les mêmes. J'ai l'impression qu'à La Rochelle c'est plus rapide, ça passe beaucoup sur le port et beaucoup en lien avec le maritime, la plage, le soleil, la voile. Et nous, à Rochefort, on n'a pas ça. On n'a pas la voile, la plage, et on a autre chose. Et peut-être plus qui est si forte et si importante dans la découverte de l'école de médecine. On a d'une certaine manière ce passage qui s'opère quand vous regardez le livre, l'objet. Parce que le rapport avec l'objet en 3 dimensions, l'œuvre d'art réelle, elle ne sera jamais pareille. Enfin, vous aurez beau voir 150 millions de fois la Joconde reproduite, quand vous voyez le tableau pour la première fois, vous avez sa dimension, vous avez la granularité de la peinture, vous avez plein de choses que vous ne voyez pas, même avec une super... On a une politique assez dynamique vis-à-vis des scolaires. Que ce soit dans notre politique tarifaire ou dans les offres qu'on conçoit pour eux, en lien avec eux, souvent en lien avec les programmes, pour aussi aider les enseignants à sortir, parce que c'est franchement pas facile.